Dans l'école ici, il y a des petits-enfants qui n'ont pas la même couleur de peau que toi. Tu les aimes bien? Oui. C'est des camarades. Est-ce que tu aimerais être comme eux, toi? Non, j'aime mieux être blanc. T'aimes mieux être blanc. Et si tu te trouvais en Afrique, dans une école, tous les petits-enfants seraient noirs, et toi tu serais blanc. Tu aimerais ça? Non, j'aimerais mieux être noir. Ah non, Pourquoi? parce que il y aurait qu'un seul blanc, ça serait moi. Dans ton école ici, il y a des petits garçons de couleur. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont jaunes. Tu les aimes bien? Oui. Il y en a qui sont tes amis? Oui. Si tu te réveillais un matin et que tu étais devenu comme un d'eux, tu serais un petit noir, tu aimerais? Non. Non, pourquoi? Ah, parce que j'aime pas la couleur noire. Et si c'était le contraire, tu serais en Afrique, dans une école, tous les petits-enfants seraient noirs, et toi tu serais le seul petit enfant blanc. Tu aimerais? Ah non, Pourquoi? parce que je ressemblerais pas aux autres. De ces enfants heureux à cet enfant terrifié, de ces déclarations candides à l'horreur des camps de la mort, il n'y a pas si loin qu'on pourrait le penser. La vérité, c'est que nous sommes tous, plus ou moins, d'une façon ou d'une autre, racistes, et que c'est seulement si nous en sommes conscients que nous éviterons de nous faire les complices de crimes comme contre l'humanité, tel qu'il en a été commis chez nous il y a moins de 20 ans, tel qu'il s'en commet encore aujourd'hui sur la Terre au nom du racisme. La tentation d'opprimer une minorité, d'être du côté du manche et non du côté de la cognée, de haïr ce qui est différent, de trouver un bouc émissaire pour se décharger de sa mauvaise conscience, cette tentation est aussi vieille que le monde. On vit un moment paradoxal, c'est-à-dire qu'on a une société qui globalement est plus tolérante, avec des Français qui voyagent beaucoup plus, avec une ouverture sur le monde, sur l'Europe, avec des mariages mixtes en nombre plus important. Et donc cette plus grande ouverture, cette plus grande tolérance, elle se manifeste aussi, et c'est qu'un paradoxe uniquement apparent, par des replis identitaires aux différentes marges, sur l'extrême droite, qu'on voit vraiment pousser, à la fois aussi une progression de l'islamisme radical, qui est incontestable, avec des tragédies qu'on a pu connaître. Et donc ce mouvement très paradoxal, à la fois d'ouverture et de repli, moi je trouve qu'il s'explique assez bien. Et c'est pas quelque chose de franco-français d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on va retrouver aux États-Unis, CF, les attentats contre les synagogues à Pittsburgh, San Diego. C'est des choses qu'on voit aussi en Allemagne, avec une progression extrêmement forte de l'extrême droite, de l'AfD. C'est quelque chose qu'on a pu aussi trouver en Nouvelle-Zélande, avec les attentats de Christchurch. Et donc on est dans cette situation où à la fois l'ouverture sur le monde est très forte, et à la fois on a des rejets, des replis qui peuvent se traduire par des actions violentes et extrêmement meurtrières. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la garde et qu'il faut être extrêmement vigilant. Et dans ce contexte-là, évidemment, le retour de la race n'est absolument pas surprenant, puisque on est dans la recherche d'un bouc émissaire, dans la recherche de quelque chose de chimiquement pur, entre guillemets, avec ce qui serait d'un côté les bons Français, ou les bons Européens, ou les bons Américains, et derrière ça, ceux qui ne le seraient pas, en creux. Et donc c'est pour ça que ce retour de la race, moi je l'analyse comme un phénomène de rejet, de repli, de crispation identitaire. Le choc de retour que nous avons aujourd'hui, ces identitarismes dont on dit beaucoup de mal, mais dont il faudrait chercher à discerner aussi s'ils ne sont pas une manière, pas nécessairement négative, de s'inscrire dans une continuité, dans une lignée, dans des repères. Parce que l'homme qui coupe avec tous les repères ne va pas beaucoup mieux que celui qui s'accroche comme un mollusque à son rocher, à ses repères anciens. On a tous des racines, on a tous un ancrage, et on a tous besoin, à mon avis, de le conserver et de le transmettre. Et au fond, la rapidité avec laquelle ce changement s'est fait, notamment dans certaines régions du monde ou dans certains pays d'Europe, avec la chute du communisme et l'arrimage à la société de marché, à la démocratie libérale, tout ça a produit un choc énorme. Les identitarismes, ils sont le produit de tout ça, ils sont le produit de quelque chose qui est beaucoup plus large que la simple montée électorale arithmétique de partis labellisés à l'extrême droite. Et autant on peut être effectivement vent debout contre certaines conséquences politiques ou les conséquences politiques de cette espèce de guerre de tout le monde contre tout le monde que les identitarismes produisent,
Autant il ne faut pas jeter avec le bébé avec l'eau du bain. Je crois que nous avons tous besoin de nous inscrire dans une lignée, dans un ancrage territorial, dans une histoire qui comprend à la fois ceux qui vivent actuellement, ceux qui nous ont précédés et ceux qui vont nous suivre. Il faut distinguer les liens communautaires et le communautarisme. Les liens communautaires veut dire simplement qu'il existe des liens particuliers entre des personnes qui ont les mêmes origines, les mêmes convictions, les mêmes croyances religieuses et qui très naturellement entretiennent des liens particuliers. C'est tout à fait naturel, la société n'est pas formée d'individus isolés les uns des autres et il existe très naturellement des liens entre ceux qui partagent une histoire et des valeurs particulières. Mais si ces liens communautaires deviennent exclusifs des autres et ne sont pas conformes aux règles communes de la vie collective, on tombe dans le communautarisme, ce qui est autre chose que simplement le lien communautaire, qui lui est parfaitement légitime. Ce communautarisme qui consiste à refuser de faire partie d'un ensemble plus large et à refuser de se conformer aux règles qui organisent la vie collective de cet ensemble plus large. Si ce sont des lois religieuses qui sont contraires à la loi républicaine, on tombe dans le communautarisme. Si ce sont des lois, si ce sont des formes de croyances, des rituels qui ne sont pas incompatibles avec l'idée républicaine de la liberté et de l'égalité de tous les individus, il fait partie de la liberté des sociétés démocratiques de garder les convictions, les pratiques, les rituels qui sont d'un héritage particulier et qui donnent sens à la vie. Donc il faut bien distinguer entre ces liens communautaires parfaitement normaux et souhaitables, puisqu'ils apportent une solidarité entre les personnes et qui leur évitent d'être au seul dans une société individualiste, et le moment où ces liens particuliers deviennent des liens exclusifs des autres et contraires aux valeurs communes. Et là, on tombe dans le communautarisme et ça remet en question la façon dont nous pouvons vivre ensemble. Alors, Freud avait repéré que la première impulsion de la culture, en fait, était de défendre la culture contre la haine qu'elle pouvait susciter chez ceux qui habitaient cette culture. C'est-à-dire, puisque la culture me dépossède de quelque chose de l'ordre de la jouissance, dans ce cas-là, collectivement, on peut être tenté de renverser cette culture pour récupérer la jouissance perdue. Donc là, parmi les instruments de la culture, existent des instruments qui non seulement permettent de traiter et de civiliser cette perte, de la rendre supportable, mais il existe aussi toute une série d'éléments qui défendent la culture contre l'hostilité qu'elle peut susciter. Il n'empêche que tous ces instruments qui défendent la culture contre ce qu'elle peut générer d'hostilité ne tiennent que dans la mesure où tous les participants de cette culture souscrivent, prêtent allégeance à une instance tierce. Peu importe que ce soit Dieu, peu importe que ce soit la loi des hommes, mais il n'empêche qu'il faut prêter allégeance à cette instance-là pour accepter pour accepter ne serait-ce que ses sanctions, par exemple. On ne sait pas très très bien ce que pensaient nos très lointains ancêtres, mais à partir du moment où on a des textes écrits qui nous servent à appréhender comment vivaient les sociétés de l'époque, elles ont sinon une forme d'idéologie, du moins un certain nombre de schémas religieux, qui peuvent être d'ailleurs extrêmement sommaires, parce que au début de l'histoire, le monde est interprété principalement selon l'ordre de la pensée magique. Mais incontestablement, aucune société ne s'est jamais passée d'un minimum, le terme n'est pas approprié, notamment pour les sociétés païennes, mais de transcendance, d'idée qu'il existe quelque chose de supérieur qui explique l'existence du monde et qui en ordonne au moins un certain nombre de grands rituels. De tout temps, dans les cultures, il y a eu une série de dispositifs culturels qui visaient à soutenir la présence de cet autre-là, à marquer sa présence par des chants, par des rituels, mais à partir du moment où non seulement il n'y a plus ces dispositifs qui le soutiennent, parce que la place non seulement est vide, mais a été effacée en tant que place où un tiers pourrait se positionner, à partir du moment où il n'y a plus ça, dans ce cas-là, on se retrouve dans un grand face-à-face entre égaux, et on sait ce que ça donne finalement. Le face-à-face entre égaux, lorsqu'il n'est pas médiatisé par une instance symbolique, ça suscite avant tout l'agressivité. Donc si rien ne me protège de l'agressivité de l'autre, sinon la force physique, dans ce cas-là, on tombe, pour continuer à vivre ensemble, dans la nécessité de localiser à l'extérieur du groupe une figure qui va incarner
incarner l'ennemi, celui contre lequel on va se fédérer. Alors, soit c'est le bouc émissaire à l'intérieur du groupe, on va purger le groupe en localisant le bouc émissaire, c'est lui qui va porter la faute du groupe, et grâce auquel le groupe va continuer à tenir. Mais dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'est passé sous Staline. C'est-à-dire que le risque, c'est qu'on aille de purge en purge, et que la machine elle-même se mette en péril. Tant qu'elle n'a pas trouvé à localiser à l'extérieur du groupe quelqu'un qui va permettre au groupe de tenir sans continuer à s'entretuer. Donc c'est ce qui se produit dans beaucoup de sectes contemporaines, et c'est aussi ce qui fait que un espace comme Daesh, un espace politico-religieux comme Daesh, a pu être pensable, mais pas sur la durée au final, parce que Daesh, comme tous les mouvements totalitaires, ne pouvait tenir que dans la mesure où il se maintenait en mouvement. Mais il n'y a aucune des institutions de Daesh n'avait la capacité à stabiliser ce mouvement, à freiner le mouvement et finalement à l'inscrire dans la durée. La loi elle-même, c'est ce qu'Hannah Arendt disait, quand elle s'est intéressée au totalitarisme nazi et stalinien, elle a constaté que la loi elle-même, qui normalement traverse les époques, c'est-à-dire qu'elle introduit dans le monde mouvant et instable des humains un point de stabilité. Il faut que la loi tienne malgré tout, elle ne doit pas être en permanence changée, en permanence modifiée, pour que les humains puissent malgré tout garder ce point de repère et transmettre quelque chose dans la filiation. Si la loi elle-même devient instable, si la loi participe du mouvement, soutient le mouvement, voire vise à l'accélérer, comme c'était le cas pour les nazis par exemple, dans ce cas-là, elle ne permet plus à des institutions de se stabiliser et de pouvoir développer quelque chose de l'ordre d'une continuité même de cette culture-là. Donc Daesh ne pouvait pas tenir dans la durée parce que ces institutions n'avaient pas les assises permettant de tenir dans la durée. C'est ce qui est surprenant, par exemple, que Daesh n'ait duré qu'aussi peu de temps, pas au niveau de l'idéologie qui va continuer à vivre, à circuler et qui va être récupéré un peu n'importe où, mais au niveau de la dimension géopolitique, si ça n'a pas tenu, on peut le comprendre. Ce qui est plus étonnant, c'est que d'autres mouvements tiennent sur la durée, par exemple comme l'Église de Scientologie ou d'autres sectes de ce type-là, qui arrivent malgré tout bientôt à traverser à être centenaires. Comment est-ce que ça peut tenir? Alors ça peut tenir, encore une fois, parce que tout ce qui est stable dans ce type de mouvement-là, c'est une figure stabilisée de l'ennemi. Il y a quelque chose qui fait qu'on continue à se polariser entièrement sur cet ennemi-là et à arrêter de s'en prendre aux membres du groupe. C'est peut-être ce que n'ont pas réussi réellement à faire les salafistes djihadistes de Daesh, qui continuaient en permanence à épurer à l'intérieur du groupe quelque chose de l'ordre à quêter dans le groupe quelque chose de l'ordre de la pureté. On n'était jamais assez pur pour tenir dans le groupe, et il y avait un risque comme ça, que de purge en purge, on mette le groupe lui-même en péril. L'homme a effectivement besoin certains diront s'accrocher, ou d'avoir une colonne vertébrale qui cherche à répondre à ces interrogations fondamentales sur le sens de sa vie. Et s'il ne l'a pas, il peut tomber dans une forme de nihilisme qui, elle aussi, est, je crois, productrice de totalitarisme, ou dans ce culte du surhomme, puisque je n'ai pas la réponse à la question qu'est-ce qui m'a créé, puisque je ne sais pas au fond quel est mon objectif, eh bien j'essaye de modeler la société et le monde selon mes propres pulsions, selon ma propre volonté. Ça aussi, c'est évidemment vecteur, au moins en termes de potentialité, de totalitarisme et de destruction. Effectivement, on se retrouve avec un problème au XXe siècle qui est un problème extraordinairement intéressant et assez compliqué parce qu'il se donne à voir sous un jour très paradoxal. Tous les classiques, enfin en tout cas la plupart des classiques, décrivent la modernité sous l'angle du désenchantement du monde, de la rationalisation. Tocqueville nous dit que la modernité démocratique produit l'épuisement des croyances dogmatiques. Tout cela est vrai, mais tout cela est partiel. Parce que toutes ces visions, toutes ces interprétations de la modernité ne rendent compte que d'une partie de la modernité. D'un côté, la modernité, notamment la modernité du XXe siècle, apparaît effectivement sous l'angle de la décroyance, du dégrisement à l'égard de toutes les croyances absolues. Et de l'autre côté pourtant, elle en est exactement le contraire. C'est-à-dire que d'un autre côté, on voit se recomposer des croyances absolutisées, des métaphysiques,
des appels au sacrifice, des formes de dévotion collective, des formes de liturgie politique. Et l'un des problèmes, à la fois les plus intéressants et les plus compliqués, c'est de réussir à rendre compte de ces deux dimensions, à la fois rationalisation et en même temps certaines formes de réenchantement partiel. Voici la définition que Raymond Aron donnait des religions séculières en 1944. Ce sont les doctrines qui prennent dans les âmes de nos contemporains la place de la foi évanouie et situent ici-bas, dans le lointain de l'avenir, sous la forme d'un ordre social à créer, le salut de l'humanité. Et là, d'une manière très très simple, Aron installe les principaux éléments qui font la religion séculière. Parmi les exemples les plus éloquents, il y a évidemment le stalinisme, l'hitlérisme, autrement dit, des croyances idéologiques qui vont jusqu'au sacrifice, qu'il s'agisse de sacrifice de soi, de sacrifice des autres, et qui s'incarnent ensuite dans des régimes politiques. Mais plus largement, je crois que les religions séculières se nouent autour de quelques grandes figures qui, au XXe siècle, ne sont pas en quantité illimitée. C'est principalement la classe, la race et, je dirais, la nation, à condition d'entendre par nation, non pas la nation civique, donc la communauté des citoyens, mais la nation ethnique ou ethno-religieuse. Et il me semble que les grandes religions séculières se nouent principalement autour de ces trois grandes figures. Dans le nazisme et dans le fascisme et dans les idéologies dites d'extrême droite qui leur étaient associées dans les années 20, dans les années 30, il y avait cette idée qu'il y avait un ordre ancien qui s'était écroulé dans les tranchées, qu'il y avait un ordre à venir qui n'était pas encore déterminé, qu'on était dans une sorte d'interrègne, et qu'il appartenait à la génération de ceux qui avaient combattu, forts de leur expérience, forts de la camaraderie acquise au front, de l'expérience de la violence, de la mort, de créer une société nouvelle débarrassée des vieux préjugés. Et cette société, ils pensaient devoir l'édifier par le recours à la violence, parce que les régimes parlementaires leur paraissaient vermoulus. Et ils vont arriver à cette idée que finalement, la seule façon de tuer l'homme ancien, l'homme encore corseté dans les conventions du XIXe siècle, c'est d'aboutir à une forme de révolution qui mène au pouvoir l'homme total, l'homme nouveau. Moi, j'ai une méfiance instinctive et extrêmement profonde à l'égard de toutes les tentatives de création, par un démiurge quelconque, de quelque chose qui s'appellerait l'homme nouveau. Mais ces gens qui ont vécu une expérience qui ne ressemble à aucune des expériences de combat des guerres précédentes, surtout pas à la guerre de 1870, ni pour les Français ni pour les Allemands, sont persuadés, eux, qu'ils ont vécu une expérience qui les libère de toutes les attaches anciennes. Et tout cela débouche, finalement, sur des conceptions de l'homme nouveau, de l'homme total, qui, un petit peu comme dans la communauté de combat, de tous ceux qui sont rassemblés au fond de la tranchée et vont partir à l'assaut, connaît plus les hiérarchies naturelles, ne met plus en avant la liberté individuelle, l'individu comme centre de la société, mais d'abord le mouvement, la vitesse, la violence, l'action qui finit par remplacer comme boussole la réflexion. Et c'est comme ça, me semble-t-il, que d'une révolte intellectuelle qui pouvait paraître assez naturelle après l'épreuve qu'avaient connue les anciens combattants, on est passé à quelque chose qui a beaucoup plus mal fini. Alors personnellement, je ne vois pas de néo-fanatisme dans les sociétés occidentales, sauf le djihadisme. Si on voit dans le djihadisme une religion séculière, alors c'est une religion séculière d'un genre très particulier parce qu'il s'agit d'un retour au religieux. Autrement dit,
ce qui est particulier avec le djihadisme et qui se distingue des religions séculières que l'on a connues au XXe siècle, c'est que finalement il s'agit de revenir aux religieux, alors que dans les religions séculières, il était question de politique. Le nazisme était une lecture du monde qui était un système de croyance qui faisait sens. Voilà. Et on retrouve cela dans l'islamisme radical, sur des considérations qui sont autres, bien sûr. Il n'est pas là question de race, etc. Mais vous avez des analogies qui sont très claires et que nous devons regarder en face, que nous devons étudier. Et c'est, je crois, ce à quoi peut servir l'étude de l'histoire. Si on regarde bien, par exemple, ce que dit Saïd Qutb, qui est l'idéologue des frères musulmans qui fut tué par Nasser en 1966. On retrouve, alors évidemment, dans des registres idéologiques différents des nazis, on retrouve néanmoins une structure très proche. Et on peut faire des analogies très intéressantes. On retrouve l'aspect paranoïaque, nous sommes attaqués. On retrouve l'aspect eschatologique, nous sommes attaqués et ce sera eux ou nous. Et on retrouve l'antisémitisme, puisque Saïd Qutb, dans des textes que nous connaissons, rend les Juifs responsables des malheurs de l'islam. On retrouve ça, si on déplace dans le temps, on retrouve ça, ces visions aujourd'hui, dans l'islamisme radical, dans le djihadisme, dans le passage à l'acte terroriste, par exemple en France, où on retrouve toujours ces mêmes idées, notamment du geste défensif. Il est très intéressant d'observer les discours et de lire les discours, d'observer les passages à l'acte et de lire les discours de ceux qui sont passés à l'acte en France. Aussi bien les frères Kouachi, que Mohamed Merah en 2012, que ceux qui sont entrés au Bataclan. Et vous avez toujours, comme discours légitimant le passage à l'acte, le discours défensif. Nous ne faisons que nous défendre. Voilà, nous ne faisons que nous défendre parce que nous sommes attaqués. Alors le nous, c'est bien sûr les musulmans, l'islam d'une manière générale, en Syrie, en Palestine ou ailleurs, hein, vous retrouvez tout cela. Mais le geste est défensif. Exactement comme les nazis considéraient que le génocide des Juifs était un geste défensif. Ils étaient convaincus de se défendre. Comme les frères Kouachi sont convaincus de se défendre quand ils assassinent les journalistes à Charlie Hebdo, exactement comme les assaillants du Bataclan sont convaincus de se défendre. Donc il y a cet aspect que l'on retrouve et qui est extrêmement important, qui est structurant et qui est légitimateur. Parce qu'il donne une vision positive du passage à l'acte. Et la troisième dimension, après la paranoïa, après la lecture eschatologique, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme que vous retrouvez de manière systématique dans ce type d'idéologie. Et là, vous avez des ponts très clairs entre le nazisme et l'islamisme radical. On parle beaucoup aujourd'hui d'un retour du racisme et de l'antisémitisme en particulier. En fait, le racisme et l'antisémitisme ne disparaissent jamais, ils se transforment. Donc ce n'est pas un retour, c'est la transformation. Je m'en tiendrai ici aux préjugés, c'est-à-dire aux idées qu'on a dans la tête, aux idées toutes faites qu'on a concernant l'autre, que ce soit par la couleur de sa peau, sa religion, son origine. Et il y a quelque chose de semblable à tous les préjugés, et il y a en même temps chacun a son histoire spécifique. Si je prends l'antisémitisme, dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisqu'il y a eu une montée des actes antisémites l'an dernier, si je m'en tiens aux préjugés, alors les mécanismes sont les mêmes pour le rejet des Juifs que pour tous les autres groupes qui composent la société. Ils tiennent beaucoup, ces images qu'on a dans la tête, toutes faites, d'abord à l'ignorance. Ce qu'on ne connaît pas, on a tendance à le rejeter. Et plus on a fait des études, généralement, parce qu'il y a des exceptions, plus on a tendance à chasser ces préjugés et ces idées toutes faites. Et parce que le niveau d'études augmente d'une génération à l'autre, il y a un lien avec l'âge. Les nouvelles générations sont sans exception plus tolérantes que celles qui les ont précédées. Et puis il y a un facteur qui est le même pour tous les préjugés, qui est globalement l'orientation politique. En fait, le rejet de l'autre va souvent avec une vision autoritaire, inégalitaire de la société, qui est plus fréquente à droite qu'à gauche, même si là aussi il y a des exceptions. Donc en cela, l'antisémitisme est un préjugé comme les autres. Et en même temps, chaque préjugé est unique parce qu'il a son histoire. Et l'antisémitisme a sans doute en France la plus longue histoire. Et il y a des argumentaires successifs qui se sont empilés, ce qui explique la force de l'antisémitisme, parce qu'on trouvera toujours un argumentaire pour rejeter le juif. Le premier, c'est le peuple déicide, donc c'est un antisémitisme à base religieuse.
Puis il va y avoir l'antisémitisme à base économique. On accuse les juifs d'être des usuriers, de ne penser qu'à l'argent. Et puis il va y avoir l'antisémitisme politique. Je pense aux faux célèbres faits par la police du Tsar, les protocoles des sages de Sion, où on accuse les juifs de vouloir dominer le monde. Et puis il y a l'antisémitisme à base scientifique, ou en tout cas la science de l'époque, l'idée qu'il y a une race inférieure, la race sémite, et qui va donner le nazisme, ce qui va être véhiculé par le nazisme, et donner l'extermination de 6 millions de juifs. Et depuis la guerre, il y a d'autres couches qui se sont rajoutées, avec la création de l'État d'Israël, qui va changer l'image qu'on a des juifs. Mais ce qui fait que l'antisémitisme est différent de tous les autres, sans doute, c'est la Shoah. C'est ce caractère exceptionnel, dramatique, hors du commun. Et en cela, l'antisémitisme est différent de tous les autres. Mais je pourrais refaire l'histoire de chaque préjugé. On parle beaucoup aujourd'hui de l'islamophobie. C'est un terme qui a mauvaise presse. Certains disent « Ah, islamophobie », autrement dit, on n'a pas le droit de critiquer la religion, l'islam. Non, le problème n'est pas là. En sciences sociales, l'islamophobie, c'est devenu un mot raccourci, pas le meilleur qu'on puisse trouver, mais un mot qui désigne préjugé envers les musulmans et leur religion. De même que antisémitisme n'est pas le meilleur mot qu'on puisse trouver, mais il va désigner, ou judéophobie vont désigner le rejet des juifs. Et l'islamophobie aujourd'hui, elle répond au même mécanisme. On voit l'effet de l'ignorance, l'effet de l'âge et l'effet de l'orientation politique. Mais comme l'antisémitisme, l'islamophobie a son histoire. Et vis-à-vis des musulmans, il y a d'une part l'héritage de la colonisation, avec l'infériorisation des immigrés. Et l'histoire coloniale française fait que beaucoup viennent du Maghreb et sont musulmans. Et puis, il y a l'histoire récente qui va associer les musulmans au terrorisme et au fondamentalisme islamique. Et certains vont associer automatiquement musulmans à terrorisme. Donc c'est important de prendre en compte à la fois ce qui rassemble tous les préjugés, ces images dans la tête, qui font une barrière entre nous et les autres, et puis ce qu'ils ont chacun de spécifique. Ça, c'est quelque chose qui touche tous les pays. Et c'est pour ça que c'est intéressant de dialoguer avec des chercheurs qui ont une perspective européenne, parce qu'on n'est pas dans un débat uniquement franco-français. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe de l'Est, en Pologne, en Hongrie, on voit très bien que des préjugés racistes ou antisémites peuvent servir de support à une extrême droite ou à une droite nationaliste, y compris lorsque la communauté juive est très réduite, ou y compris lorsqu'il y a très peu d'immigrés. Et donc c'est pour ça qu'on peut même avoir un antisémitisme sans juifs, ou des racismes sans trop d'immigration. Donc c'est pour ça que c'est bien une question politique, c'est bien une question philosophique, et on voit bien comment certains, je pense à Viktor Orban, ont pu utiliser ce prétexte-là avec la fabrication d'une forme d'ennemi imaginaire pour aller porter un discours politique et conquérir le pouvoir. Donc moi, c'est quelque chose évidemment qui m'inquiète beaucoup, avec la conclusion que rien n'est jamais acquis. Quand on voit des discours en Italie, en Allemagne de l'Est, c'est quelque chose qui fait que on ne doit pas se dire que le passé c'est du passé et que ces discours de haine ne ressurgiront pas. Le nationalisme ethno-religieux ou le nationalisme ethnique est un nationalisme que l'on trouve aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, et c'est une idéologie qui estime que la véritable citoyenneté, la véritable égalité des droits, doit être réservée à ceux qui sont de souche, qui sont des Hongrois, des vrais Polonais, des vrais Français, des Français de souche. Bon. Autrement dit, dans le nationalisme ethnique, le centre de gravité n'est pas l'égalité juridico-politique, le centre de gravité, c'est l'appartenance, la descendance, la verticalité, la généalogie, et c'est à partir de là que l'on pense la légitimité des droits. Autrement dit, c'est la descendance ou l'origine qui définit la légitimité. Il y a donc deux choses très très différentes en réalité. Quand on parle de nation, il y a la nation au sens peuple des citoyens et la nation au sens peuple des ancêtres. C'est ici que le mythe intervient, parce que très souvent, dans les nationalismes ethniques,
on cherche à légitimer la plénitude des droits, ou on cherche à légitimer les droits, par un récit historique, suivant lequel certains seraient ici de toute éternité et pourraient donc bénéficier de la plénitude des droits, tandis que d'autres ne seraient que des invités qui seraient arrivés à un moment, et s'ils sont arrivés à un moment, ils peuvent aussi bien en partir. Cette catégorisation entre peuple autochtone et peuple invité est probablement ce qui structure les antisémitismes de l'Est européen depuis 1900. Finalement, la vision qui recoupe un peu les différents aspects mythiques qui sont portés par les idéologies contemporaines, c'est cette idée de la pureté et de l'identité. C'est-à-dire que il y aurait une France pure avec des Français purs, hein, qui n'auraient aucun rapport avec l'extérieur, mais en même temps que cette pureté serait sans cesse menacée par l'extérieur, par le danger, par les barbares, comme disaient nos amis grecs. Et donc on va vivre sans arrêt à la fois dans l'idée mythique qu'avant, c'était mieux avant, et avant on était pur, et dans le présent qu'on vit sous la menace de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, des éléments impurs qui ont pénétré notre organisme et qui risquent de le détruire. Cette métaphore de la maladie était très, très présente dans le nazisme, dans l'antisémitisme, etc. Et après, même si toutes les idéologies de l'exclusion, du racisme actuel conduisent pas forcément, du moins actuellement, au massacre, hein, elles sont néanmoins pas d'une matrice très différente que celles qui sont allées jusqu'au bout de leur fantasme. Alors, qu'est-ce qui peut mener à cette haine génocidaire, ou même en deçà, à cette haine? Je pense qu'il s'agit en fait de la terreur de la ressemblance. Par exemple, les Arméniens, dans l'Empire ottoman, quand on les désigne comme une cinquième colonne, c'est au fond qu'ils peuvent passer inaperçus. Il faut donc qu'on les caractérise. Hein. Les Arméniens sont comme ci, ils font tel métier, ils font telle chose. Parce que cette idée qu'ils vont travailler contre nous à l'intérieur du pays. Donc il faut les démasquer. La menace au fond d'un autre qui serait trop semblable, mais qui est à la fois différent dans ses coutumes, dans sa croyance, dans sa langue, quelquefois dans sa structuration familiale. Donc il s'agit de rechercher des grands traits. Une fois qu'on donne des grands traits, ça simplifie les choses pour les gens. Voilà comment vous allez reconnaître un Arménien, voilà comment vous allez reconnaître un Juif, et voilà comment on reconnaît un Tutsi. Alors ce qui a eu de terrible au Rwanda, c'est que, bon, c'est ce qu'ont fait les Allemands avec Juifs, mais au Rwanda, il n'y avait pas d'ethnie, c'est pas des ethnies, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais à un moment, la puissance coloniale, qui était la Belgique, a dit on va mettre sur la carte d'identité qui est Tutsi, qui est Hutu. Et comment on a désigné ça? Je me souviens de gens qui m'ont dit, mais j'étais enfant, je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes parents, qu'est-ce que je suis? Tutsi ou Hutu? Et en fait, on a décidé que comme les Tutsis étaient plus un peuple d'éleveurs, ceux qui avaient plus de 10 vaches étaient Tutsis, et comme les Hutus étaient plus, mais il s'agissait de structuration sociale et pas de race, évidemment, comme les Hutus étaient plus cultivateurs, eh bien ceux qui avaient des vaches étaient Tutsis, et vous imaginez la terrible chose d'être tué parce qu'on n'avait plus de 10 vaches, parce que évidemment après, ces choses-là ont servi à des barrages. On arrêtait, au moment du génocide, on arrêtait les gens, on leur demandait de sortir leur carte d'identité. Si c'était marqué Tutsi, c'était la condamnation à mort. Je veux dire, la folie des hommes et la folie, le dérisoire de quelque chose de genre qui va signifier à terme persécution, massacre, parce qu'il y avait des pogroms avant, ça aussi, ça fait partie les pogroms, les pillages. Et puis un jour, on décide de faire ça en grand. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, bon,
en Allemagne, on a la description du juif, mais au Rwanda, qui est un petit pays agricole en Afrique, on a un journal qui s'appelle Kangura, qui veut dire réveille-toi. On comprend bien, réveille-toi, peuple Hutu, parce que il y a du Tutsi là, et qui va jouer un rôle déterminant, qui publie des pamphlets de haine, et qui s'inspire même carrément du protocole des sages de Sion, ce faux de la Russie tsariste, pour prêter aux Tutsis un projet d'asservissement des peuples africains. Donc, vous voyez bien, ils vont nous dominer, ils vont nous tuer, donc la haine de l'autre, là, est prescrite. Et il s'agit d'autodéfense. C'est-à-dire, il s'agit de légitimer, aux yeux d'une population qui n'est pas plus génocidaire qu'une autre. Parce que cette idée de penser que l'allemand était pire, que le turc était pire, ou que le hutu est pire, ça nous dédouane, genre, nous, on n'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir. On peut être amené à penser à l'autre comme un ennemi de l'intérieur, comme quelqu'un qui nous menace et qu'il faut éventuellement au moins isoler, je dis. Et puis, de l'isolement à l'exclusion et de l'exclusion à l'élimination, eh bien, la distance n'est pas toujours aussi grande qu'on l'imagine.